du long fleuve pas tranquille qui s'écoule depuis le XIIIe siècle, avec toujours le thème général du catharisme en question. Et là, les deux premiers cours de cette année, donc, et la visite de l'exposition, étaient consacrés, vous vous le rappelez, à la situation politique et religieuse, mais bien politique aussi, du Languedoc, autour de... est encore fort jeune, c'est Blanche de Castille, sa mère, qui assure la régence, et le frère finalement, parce qu'il y en a plusieurs, le frère qui s'y colle, si je puis dire, c'est Alphonse de Poitiers, qui, par conséquent, par son mariage avec Jeanne, devient comte de Toulouse. Et Alphonse de Poitiers, frère du roi, est comte de Toulouse, il hérite... Alphonse de Poitiers et Jeanne, enfin, vont gérer ce comté de Toulouse, et comme le couple meurt sans enfant en 1271, le comté de Toulouse est définitivement rattaché au domaine royal. Alors, tout ça, ce sont donc pour nous des révisions. Alors, il faut faire ça d'un côté, ça de l'autre. Et voilà. Alors, ce rattachement, on le voit sur cette carte qui n'est pas, que je vous avais déjà montré, mais qui n'est pas terrible, hein, et qui est surtout un peu postérieure à la période en question, puisque c'est le début du XIVe siècle, mais ça permet quand même de voir que tout le Midi, le comté de Toulouse, les possessions des Trincavel, etc., sont rattachés en bleu, hein, directement au royaume de France. Évidemment, le royaume, il s'arrête toujours à la ligne du Rhône, puisque là c'est le Saint-Empire, et là la Guyenne, elle est toujours, elle va être au début du XIVe siècle, elle va être sous la possession des Anglais, puisque ce sera le début de la guerre de 100 ans, mais on n'en est pas là. Alors, reprenons donc le cours des choses. Par conséquent, et revenons à 1229, en 1229, la croisade des Albigeois contre les Albigeois qui est donc terminée, elle a bouleversé le monde méridional. C'est incontestable. Elle l'a bouleversé pas tellement en tant qu'expédition militaire, encore que finalement ça aboutit au rattachement à long terme, au rattachement du Midi, mais elle l'a bouleversé aussi par quand même la brutalité des opérations, même si on n'est pas dans la guerre de 14, hein, ça ne fait pas des millions de morts, hein, les guerres médiévales, et la croisade non plus, et les bûchers non plus, parce qu'on a brûlé un certain nombre de suspects d'hérésie, enfin, qu'on considérait comme hérétiques, mais c'est par centaines, hein, voilà, au maximum quelques milliers, hein, donc quantitativement, ce ne sont pas des hécatombes, hein, mais ça a quand même marqué une coupure extrêmement profonde, à la fois sur le plan politique avec le rattachement et sur le plan aussi du contact entre quand même des civilisations différentes, ne serait-ce que par le parler, hein, les barons du Nord ils ne parlent pas occitan, et toute une série d'habitudes et de traditions qu'on va examiner rapidement. Et les deux questions qui se posent donc, c'est premièrement, comment intégrer réellement le Midi au royaume de France, hein, sur tous les plans, politique, ça s'est fait, mais administratif, social, etc. Puisque jusque-là, les régions méridionales, et notamment le comté de Toulouse, avaient vécu avec un roi extrêmement lointain, hein, et dont le pouvoir était, je l'ai dit à plusieurs reprises, extrêmement, voilà, vraiment très très loin. Donc, deux questions, comment intégrer réellement le Midi? Et deuxième question, comment éradiquer l'hérésie? Puisque pour le pape, pour les membres du clergé méridional, l'hérésie, elle est là, bien implantée, et c'est certainement pas la croisade militaire qui a éradiqué le phénomène. Alors, je vous propose
dans une première partie du cours qui sera plus rapide que la seconde, de voir rapidement quels ont été les moyens justement d'intégration du Midi, mais là je vais vraiment aller très vite, à la louche, et voir également comment on a pu tenter d'éradiquer l'hérésie par des moyens, c'est double, il y a à la fois des moyens de persuasion et des moyens de coercition, et la coercition, ça nous conduira au deuxième temps de la séance, plus long je pense, au cours duquel nous ferons le commentaire du texte qui vous a été distribué, et là nous allons nous attaquer à l'Inquisition, ce qui est préférable au mouvement inverse. Il vaut mieux attaquer l'Inquisition qu'être attaqué par elle, même si l'Inquisition méridionale n'est pas l'Inquisition espagnole, je vous l'ai déjà dit. Alors, on va commencer par comment intégrer le Midi. Donc, politiquement, ma main droite, c'est ce que fait ma main gauche, qui est contente de tenir le micro. Politiquement, donc, le rattachement est fait, et sur le plan administratif, les subdivisions qui avaient cours, ou l'équivalent, même les subdivisions administratives qui avaient cours dans le royaume, vont désormais s'appliquer dans le Midi. Alors dans le nord du royaume, ce sont les bailliages, avec à leur tête les baillis, qui sont les circonscriptions territoriales de l'administration royale, et dans le Midi, ce sont les sénéchaussées. Donc les sénéchaussées sont créés à la suite du traité de Meaux-Paris, et vous voyez les sénéchaussées en vert clair, c'est la sénéchaussée de Toulouse, en couleur marron, c'est la sénéchaussée de Carcassonne, et en couleur verte, j'ai mal coupé ma diapositive, c'est la sénéchaussée, alors on ne l'appelle pas tellement la sénéchaussée de Nîmes que la sénéchaussée de Beaucaire, B-E-A-U-C-A-I-R-E. Voilà, il y a 3 sénéchaussées, Beaucaire, Carcassonne et Toulouse. Et donc, je répète, Toulouse, c'est l'ancien comté de Toulouse et une partie des territoires des Trincavel, plus les alliés, enfin, ou les vassaux, donc c'est en vert clair. Carcassonne, eh bien là aussi, il y a des territoires des Trincavel, essentiellement c'est en marron, et Beaucaire, on s'en occupera moins parce qu'on se dirige davantage vers les régions du Rhône auxquelles on s'attache moins, parce que d'ailleurs il y a eu moins de manifestations hérétiques. Alors, les sénéchaussées, à la tête des sénéchaussées se trouve le sénéchal, qui est donc un fonctionnaire, un officier royal, et qui a des attributions politiques, militaires, judiciaires, qui est donc vraiment à la tête de l'administration royale, à la place du roi. Et dans le cadre de ce sénéchaussée se développent des tribunaux royaux, notamment le tribunal du sénéchal. Et vous vous rappelez peut-être, enfin bon, de vos études d'autrefois, que le système judiciaire dans la France féodale s'est extrêmement éclaté. Il y a des tribunaux qui sont aux mains des seigneurs féodaux, il y a des tribunaux qui sont aussi sous la coupe des autorités urbaines. Les capitouls de Toulouse ont une cour de justice, il y a des tribunaux qui sont aux mains des collectivités religieuses, il y a par exemple bien sûr l'évêque a son propre tribunal qui est l'officialité, mais les chanoines de la cathédrale ont un tribunal aussi. Donc c'est un enchevêtrement et une superposition de justice extrêmement complexe. D'ailleurs, tous les tenants de ces tribunaux n'ont pas les mêmes attributions. Il y a ceux qui ont la haute justice avec voie d'exécution capitale, ceux qui n'ont que la basse justice où on s'occupe des petits délits. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et disons que l'introduction de la justice royale au moins ça c'est relativement simple, c'est-à-dire le tribunal royal, il juge en appel.
Donc les tribunaux, le tribunal du sénéchal, il n'intervient pas directement sur les affaires, il intervient en appel après que telle ou telle affaire soit passée devant l'un des tribunaux que j'ai rapidement évoqué devant vous. Donc l'intégration, elle se fait sur le plan politique, elle se fait sur le plan administratif, elle se fait aussi sur le plan judiciaire. Pas d'un seul coup, on n'est pas encore au stade du XVe siècle où il y aura un parlement royal et un parlement de Toulouse et la délégation du parlement de Paris. On n'en est pas là, mais la justice royale pénètre dans les régions méridionales. Alors, comment peut se faire l'intégration sur le plan social ? On se dit que ça a dû être difficile quand même, parce que les méridionaux, et on va le voir encore plus dans la seconde partie du cours, ont assez mal vécu, même s'ils n'étaient pas hérétiques, ils ont assez mal vécu l'épisode de la croisade contre les Albigeois et de la poursuite des hérétiques. D'autant plus que, si vous vous le rappelez, quand les suspects étaient convaincus d'hérésie, ils faisaient l'objet de différentes peines et de différentes sentences, mais dans lesquelles il pouvait très bien y avoir la confiscation de leurs biens. Donc ces seigneurs qu'on appelle les félites, dont les biens ont été confisqués, et les familles et les héritiers de ces seigneurs, voilà, on se dit que ça va être peut-être un petit peu difficile de les intégrer vraiment dans la nouvelle société qui est en train étant donné quand même que des barons du Nord se sont également installés dans le Midi et parfois à tête de seigneurie. Pensez par exemple aux Lévis-Nicopois. Bon, comment va se faire cette intégration ? Et alors en fait, et d'une manière qui peut paraître paradoxale, socialement, cette intégration s'est faite, et assez rapidement. Parce que les membres des familles, alors en particulier des familles de l'aristocratie ou de la bourgeoisie méridionale, une fois, si vous voulez, la pilule avalée, si je puis dire, ont bien compris où était leur intérêt. Il n'y avait plus d'autres possibilités. Et au contraire, de nouvelles possibilités d'ascension sociale et de progression financière aussi d'ailleurs se présentaient à eux dans deux directions. Les carrières auprès de la royauté et les carrières auprès du pape. Et donc, les membres de ces familles, même des familles qui avaient été assez touchées par l'hérésie, par exemple, je vous citerai le nom de Guillaume de Nogaret, qui est le petit-fils qui est originaire du Lauragais. Guillaume de Nogaret, qui est originaire du Lauragais, et qui est le petit-fils d'un grand-père qui avait été poursuivi à cause de son adhésion à l'hérésie. Eh bien, Guillaume de Nogaret va devenir juge de la sénéchaussée de Beaucaire. Donc, je ne vous donne que cet exemple pour ne pas vous accabler, mais vraiment, les historiens ont montré qu'il y a eu ces appels d'air, si vous voulez, du côté des carrières auprès de l'administration, pas directement forcément auprès du roi, mais auprès de l'administration royale, auprès du sénéchal, auprès du jugement, etc. Et des carrières aussi pour les ecclésiastiques du côté de la papauté. Par exemple, avec des bénéfices, la fonction de chanoine, et puis la progression dans des carrières ecclésiastiques. Donc finalement, cette assimilation, au bout de 2 générations, voilà, les questions anciennes, même si la famille avait été compromise dans l'hérésie, on l'oublie. Alors, du point de vue de la civilisation, de l'art, etc., l'un des éléments de l'attraction, malgré tout, exercée sur cette société méridionale en pleine mutation, a été exercée par l'Église elle-même et par la puissance de cette Église. Alors, ça suscite à la fois la crainte, et cette puissance a suscité et la crainte, mais ça suscite aussi l'admiration et, bon, pourquoi pas un désir d'intégration.
Alors, je ne vous en montre ici que les exemples les plus connus, mais là, vous avez la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, dont la construction est due à l'évêque Bernard de Castanet, qui a été inquisiteur, et dont j'aurai l'occasion de vous reparler lors du prochain cours. Et un autre élément de cette puissance épiscopale, c'est le palais de la Berbie, à Albi, avec les parties les plus anciennes, vous voyez ici. C'est une forteresse qui montre bien que l'évêque, on ne rigole pas avec l'évêque. C'est une puissance spirituelle, mais c'est une puissance temporelle. Il est seigneur de la cité. Et il tient une partie de la ville d'Albi parce qu'il en est le seigneur temporel aussi. Et dans un autre, on reste dans le monde ecclésiastique, mais en quittant le clergé séculier, si on passe du côté du clergé régulier, on voit comment les ordres nouveaux, dont je vais vous parler rapidement, les ordres mendiants, et en l'occurrence l'ordre des prêcheurs, qui ont connu un succès très rapide. Ça aussi c'est un élément d'intégration, parce que tous les notables vont se faire enterrer là, à la fin du XIIIe siècle. C'est aux Jacobins, enfin pas uniquement aux Jacobins, mais les ordres mendiants vont entrer dans le succès, et on voit aussi, je pense que ces photographies, la manière dont elles ont été prises, montrent la puissance de ces bâtiments. Alors, dans le domaine de l'art également, oui, voilà, cette intégration, cette assimilation et cette interpénétration malgré tout des différences entre le Nord et le Midi, elle se voit aussi dans la progression de l'art gothique, qui est un art gothique plutôt venu du Nord, avec des maîtres d'œuvre venus du Nord, et ces trois, et qui se voit particulièrement, on voit le succès de cet art gothique dans l'élévation des chevets des cathédrales méridionales. Et ces chevets des cathédrales, ici par exemple vous avez Narbonne, on voit bien évidemment les contreforts et l'allure élancée du gothique, et en l'occurrence l'utilisation de la pierre ici, et on le voit très bien au chevet de Rodez. Et pour Saint-Étienne de Toulouse, je ne vous ai pas montré une photographie parce que le chevet de Saint-Étienne, qui donne sur la rue Sainte-Anne, est vraiment difficile à photographier, je n'ai pas trouvé de bonne photo, et donc je me suis servi de cette coupe qui date qui est un dessin, et qui date du XVIIIe siècle, et qui a été réalisée de l'intérieur du chevet, là aussi, de Toulouse. Et alors, ces chevets des cathédrales, ils sont refaits, on démolit les chevets romans, et les évêques à Poigne, Bertrand de l'Île-Jourdain pour Toulouse, et tant d'autres, se mettent au goût du jour, et les chanoines aussi, en faisant réaliser des chevets, c'est-à-dire on commence par le chevet. À l'intérieur du chevet, c'est le chœur, et le chœur, il est réservé aux chanoines de l'église cathédrale, avec les stalles, etc., avec la stalle de l'évêque. C'est donc le lieu de la puissance de l'évêque et du corps capitulaire, du corps des chanoines. Et donc ces chevets sont désormais à la mode du gothique septentrional, qui pénètre ainsi carrément dans toutes les grandes villes, toutes les grandes villes du Midi. Et ils sont tous à peu près contemporains. C'est vraiment le dernier tiers, pratiquement, c'est élevé dans le dernier tiers du XIIIe siècle. Et alors, ce sont des projets très ambitieux, et vous avez peut-être remarqué qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, parce que faute de moyens. C'est-à-dire, mais les évêques et les chanoines ont ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire leur chevet. Et ensuite, alors c'est le cas à Narbonne, pouf, il n'y a pas de nef.
on n'a jamais pu construire la nef parce que là, bon, je sors un peu du sujet, mais il y a eu un conflit avec, il fallait démolir une des tours de l'enceinte. Et les consuls de Narbonne s'y sont opposés. Donc à Narbonne, il y a un énorme chevet dans lequel on case les fidèles, quand même. À Toulouse, on a fait ce chevet de la cathédrale Saint-Étienne que vous connaissez, qui est d'envergure avec les chapelles du déambulatoire, etc. Et puis, pof, il ne se raccorde pas à la nef parce qu'on n'a jamais démoli la nef romane. Et à Toulouse, la nef, elle est décalée parce qu'on avait prévu de la détruire et donc de faire une telle boutique. Donc ça ne s'est pas fait. Bon, enfin bref, ces quelques photographies vous montrent à la fois la puissance de l'Église méridionale et les modalités de pénétration et de contact entre les habitudes artistiques septentrionales et méridionales. Alors, j'en arrive maintenant à la deuxième question de mon introduction, c'est-à-dire comment éradiquer l'hérésie. Avant de passer à la coercition, je vais donc m'arrêter un petit peu sur les autres moments. Alors, la croisade elle-même, je vais m'arrêter un petit peu sur les autres méthodes, c'est-à-dire celles qui par la conversion des hérétiques. Alors, vous vous rappelez que dans ce domaine, bon, la croisade, là, elle n'a converti personne, puisque dans le feu de l'action, on n'avait pas le temps d'essayer de convertir ceux qu'on présumait être des hérétiques, et aussi bien dans le cadre des combats que dans le cadre des bûchers, ils ont été éliminés sans qu'on ait vraiment essayé de les convertir. Donc la croisade, dans le domaine de l'adhésion des cœurs, ça n'a pas été vraiment le cas. Vous vous rappelez peut-être aussi que la prédication qui avait été tentée antérieurement, la prédication cistercienne, la prédication d'autorité d'Henri de Marcy, de Bernard de Clairvaux, n'avait pas reçu du tout un accueil favorable. On s'était moqué des prédicateurs, ils n'avaient pas converti personne. Et il faut donc essayer de se tourner vers de nouvelles formes de persuasion. Alors, parmi les formes de persuasion, pas très réussies, l'une d'entre elles était la conséquence immédiate du traité de Montparis, ça a été la fondation de l'université de Toulouse. Vous vous rappelez peut-être, parce que je l'avais évoqué, dans les derniers articles de ce traité de Montparis, on prévoit donc d'envoyer à Toulouse pour l'instruction, alors pas directement des fidèles, mais l'instruction du clergé, on prévoit d'envoyer 14 maîtres parisiens qui seront entretenus pendant une période assez longue par Raymond VII. Ça fait partie de ses obligations. Et ces maîtres parisiens, donc c'est le début de la fondation de l'université, avec les différentes chaires, la théologie, le droit, les arts libéraux, et donc la palette complète de l'enseignement universitaire est proposée. C'est donc l'université de Toulouse est donc l'une des plus anciennes, directement après celle de la Sorbonne, et les chaires de l'enseignement de théologie et rapidement, tout de suite, donner la chaire de théologie. Elle est au même des dominicains, de cet ordre des prêcheurs, dont je vais rapidement vous parler, et qui vient d'être fondée depuis une quinzaine d'années. Alors, l'enseignement universitaire, il ne faut pas l'imaginer au Moyen-Âge dans des amphis, hein. Il faut l'imaginer, ces 14 maîtres délivrent leur enseignement dans des locaux dispersés à Toulouse, dans des locaux ecclésiastiques souvent, voilà. Et par ailleurs, ce sont des maîtres parisiens, et apparemment, ils ont surtout suscité la rigolade de la part de ceux de leur auditoire. Alors je vous lis ce que en dit la chronique de Guillaume Pélisson.
chronique de Guillaume Pélisson, on s'en servira tout à l'heure dans la deuxième partie du cours. Guillaume Pélisson, c'est un prêcheur, hein, c'est un dominicain, et il a écrit une chronique. C'est un dominicain de la première heure, donc finalement il est à Toulouse juste après le traité de Montparis, hein, dans les années 1230, et donc il est toulousain. Hein. Voilà ce qu'il dit. On avait envoyé à Toulouse un grand nombre de maîtres de Paris, et cela ne suffisait pas à extirper l'hérésie. Bien au contraire, les partisans des hérétiques, en les écoutant, se moquaient d'eux en face abondamment. Donc voilà, le succès de l'enseignement universitaire de ces maîtres parisiens. Alors les historiens se sont demandé si ils se moquaient, les maîtres parisiens, ils délivrent leur enseignement en latin. Ce que dans le Midi, alors les clercs comprennent le latin. Il faut dire que les étudiants, ce sont des clercs. Hein. Donc, ils comprennent le latin, les gens du peuple, certainement pas. Et par ailleurs, on s'est demandé si on ne se moquait pas de leur accent, si vous voulez. Alors, je ne sais pas s'ils avaient l'accent parisien. Bon, c'est une supposition. Enfin, c'est tiré de la suggestion de Guillaume Pélisson. Alors, donc, ces premiers maîtres universitaires ne provoquent pas, comme vous en doutez, des adhésions massives. Et d'ailleurs, de toute façon, ils ne parlaient pas au peuple, hein, sauf dans des sermons solennels, à des occasions particulières. Mais leur enseignement était destiné à des clercs. Donc, le but, c'était non pas de convertir directement les fidèles dans le cadre de l'université, qui n'est pas une université populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Le but, c'était de relever le niveau du clergé, de ces clercs qui allaient peut-être devenir prêtres et être à la tête de paroisse et qui, de ce fait, ayant été bien instruits en matière de théologie, pourraient mieux encadrer le peuple des fidèles, le peuple chrétien, et les orienter dans la direction, dans la bonne direction. Alors, un autre moyen utilisé du côté de la persuasion, des efforts de persuasion, c'est l'idée d'une prédication, mais donc une conversion des cœurs par la parole, mais d'une prédication nouvelle. Et cette idée-là, c'est celle qui a été portée par Dominique de Guzman, le futur Saint Dominique, qui instruit d'ailleurs par l'exemple des hérétiques eux-mêmes et de leur prise de parole qui était très simple, pas dans des lieux ordinaires et sans apparat vestimentaire quelconque, et en particulier la prédication des Vaudois. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler des Vaudois parce qu'ils se sont surtout développés du côté des Alpes, mais ils avaient inauguré un type de prédication très, d'abord de style apostolique, proche des premiers temps du christianisme, et c'était un désir général de revenir au temps apostolique, et ils avaient inauguré ce type de prédication. Alors, c'est ce que Dominique de Guzman va mettre sur pied, c'est le cas de le dire, puisque les prédicateurs sont, sinon pieds nus, du moins ils ont des sandales relativement simples, un costume simple, et ils se déplacent deux par deux, le prédicateur et son socius, hein, son accompagnateur, son compagnon, et l'évangélisation qu'il tente de réussir, c'est une évangélisation par l'exemple. Hein. Donc on pourrait dire que c'est une prédication homéopathique, hein, par rapport à celle des hérétiques. Alors cette prédication semble avoir, ce type de prédication que Saint Dominique a inauguré en Languedoc, tout en participant aussi, enfin Dominique de Guzman, en participant à ces conférences contradictoires. Donc c'est dans les années 1200, quand il a parcouru le Languedoc, 1206, 1207, 1208, donc avant la croisade, et il semble avoir eu un certain succès. On le connaît des conversions qu'il aurait opérées et des réconciliations, c'est-à-dire des hérétiques qui, reconnaissant leurs erreurs, sont réconciliés et réintègrent
le giron de l'Église. Alors, ça me conduit évidemment à vous parler des ordres mendiants, puisque cette prédication nouvelle, si au début elle s'est faite de manière quasiment informelle, comme c'est souvent le cas de tous les mouvements novateurs, bien, petit à petit ça s'est institutionnalisé. Donc, Dominique de Guzman a souhaité, il a attiré des gens autour de lui, il a souhaité fonder une communauté, il a rassemblé une communauté autour de lui à Toulouse, dans l'église Saint-Romain. Alors c'était un chanoine, donc au départ c'est des communautés de chanoines réguliers. Puis à Prouille, dans le Lauragais, tout près de Fangeau, il fonde un établissement pour accueillir les dames converties. Donc on est avant que l'ordre des prêcheurs ne soit vraiment institué. C'est dans la phase de la phase de réflexion, d'adaptation à une situation nouvelle. Donc au début, les religieuses de Prouille sont des dames converties de la région qui sont regroupées avec un statut qu'il faudra définir ultérieurement. Et à Toulouse également, l'un des premiers couvents qui est fondé, c'est la première communauté de Saint-Romain, eh bien elle finit par acheter des terrains parce que c'est trop petit, et c'est le début du couvent des Jacobins dont on a vu la photographie. Donc on achète les épisodes de bienfaiteurs, ces prédicateurs qui enflamment avec une parole nouvelle. Donc des membres de la bourgeoisie achètent des terrains, voilà, et on commence à construire le couvent des Jacobins. Alors, petit à petit, on voit se développer, donc on voit. C'est toujours le cas dans tous les mouvements. Ça commence de manière informelle et puis ça s'institutionnalise. Donc, Dominique va à Rome, notamment au moment du 4e concile de Latran, qui est si fondamental dans la prise en main du pape sur l'ensemble du gouvernement de l'Église. C'est vraiment la théocratie pontificale. Il obtient l'autorisation du pape de fonder finalement un ordre nouveau, et c'est le début de l'ordre des dominicains, qu'on appelle aussi l'ordre des prêcheurs. Et l'ordre lui-même étant fondé en 1216. Vous voyez, le 4e concile de Latran, c'est 1215. L'ordre des prêcheurs, officiellement, c'est 1216. Et c'est à cet ordre-là que, d'emblée, le pape va confier les soins de l'Inquisition. Alors, les ordres mendiants, il y en a plusieurs. Il y a les dominicains, dont nous venons de voir la naissance. Il y a autour de François d'Assise, et à peu près dans le même temps la fondation des franciscains, mais pour l'instant je vous en parle. Alors François d'Assise c'est italien, donc c'est d'Assise, et puis ensuite les Carmes et les Augustins qui s'agrégeront, mais pour l'instant nous allons nous concentrer sur les dominicains. Alors c'est eux donc qui vont être en charge de l'Inquisition, et c'est un ordre savant. Donc, c'est eux qui sont les titulaires des chaires de théologie. Ils sont formés dans des studia dominicains. Les couvents, donc on a vu les Jacobins, les couvents des ordres de l'ordre dominicain, les franciscains aussi, mais se développent rapidement, et d'abord dans le milieu de la France, puis dans tout l'Occident chrétien. Ces couvents ont donc des studia, c'est-à-dire des lieux d'études pour les religieux, et ils possèdent des bibliothèques, et ils sont à l'origine, ce ne sont pas les seuls, mais ils sont à l'origine d'une énorme production d'ouvrages, de manuscrits qui correspondent à leur activité intellectuelle. Bien sûr, il y a des ouvrages de théologie, mais qui correspondent aussi à cette volonté d'encadrement du peuple chrétien, et d'abord de formation intellectuelle du clergé. Donc il y a des manuels de confesseurs qui se multiplient à partir de ce moment-là. Si vous voulez, les curés de paroisse, ils n'ont pas de formation intellectuelle, il n'y a pas de séminaire. Donc ils sont formés un petit peu sur place par le précédent, etc. Et confesser, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut avoir une approche
D'ailleurs, il y a une espèce de parallèle qui se fait entre l'aveu en justice et la confession entre les mains des ecclésiastiques, parce qu'il faut arriver à faire dire le péché, à faire dire l'action ou le délit dans le cas de la justice. Et ça, c'est pas évident du tout. Il faut avoir des notions de psychologie. Il faut d'ailleurs aussi savoir quelle est la liste des péchés. Donc on a des ouvrages entiers qui, dans les manuels de confesseurs, qui listent les péchés. Alors les 7 péchés capitaux, nous on les connaît, on ne les connaissait pas assez. Et puis il y a toutes les filles des péchés capitaux. C'est-à-dire qu'on arrive à 260 ou plus, j'ai dit le chiffre au hasard, manières de pécher, si vous voulez. Voilà. Donc il y a à la fois une connaissance intellectuelle du discours sur le péché et en même temps des conseils qui sont donnés sur la manière d'interroger les fidèles, et ces manuels de confesseurs vont servir donc au clergé paroissial. Alors, je passe aussi, il y a bien sûr d'autres formes de persuasion douce, si je puis dire. Alors, c'est quelques... là, vous voyez ici... alors, j'ai fait circuler dans la salle l'ouvrage sur la bibliothèque des prêcheurs des Dominicains de Toulouse, parce que bon nombre de ces manuscrits issus du studium des Dominicains ont été évidemment versés dans la bibliothèque du couvent des Dominicains, et le fonds des Dominicains a été versé à la bibliothèque municipale de Toulouse, qu'on appelle maintenant la bibliothèque d'études et du patrimoine. Et donc cette bibliothèque, qui est rue du Périgord, possède un fonds de manuscrits tout à fait important, la plupart, pas tous, étant provenant du fonds des Dominicains. Alors, c'est le cas par exemple ici, vous voyez, Saint-Dominique représente, alors, pas Saint encore, mais il est au moment où est rédigé le manuscrit qui est plus tardif, donc on lui a mis l'auréole à laquelle il a droit, naturellement. Et bon, vous le voyez, et j'ai oublié de vous dire que dans cet ordre des prêcheurs, quand on définit un ordre, on définit la règle qui va être suivie, etc. Mais on attribue également un vêtement, un costume, et les dominicains, vous le savez tous, ils ont ce costume blanc avec le grand manteau noir qui est toujours leur marque traditionnelle. Alors, je n'ai pas résisté quand même au plaisir de vous montrer cette autre miniature, parce que, alors Dominique va être très rapidement, il meurt, je me rappelle, en 1231, je crois, il est enterré à Bologne, et il est santo subito, il est canonisé très très rapidement, non pas d'ailleurs trop à cause de ses miracles, parce que là, il n'a pas fait beaucoup à Bologne, donc c'est embêtant sur sa tombe, mais enfin, il en avait fait ailleurs, comme nous allons le voir, et puis sa renommée en tant que prédicateur voilà, avait évidemment touché le cœur des cardinaux et du pape. Et alors, dans ce manuscrit qui est à la bibliothèque de Toulouse, qui est un manuscrit d'instruction aux novices dominicains. Donc, c'est vraiment l'apprentissage, comme je vous disais, la transmission intellectuelle, vous avez représenté, je le trouve extraordinaire, l'ascension de Saint-Dominique aux cieux. Donc, vous avez Saint-Dominique dans son suaire, je pense. Alors, enfin, en tout cas, c'est vrai que les religieux sont inhumés dans l'habit de leur ordre. Donc, il a la tunique blanche, la coule, le capuchon, voilà, qui est aspiré dans les cieux par la main de Dieu qui l'aspire vers les nuées. Alors, cette miniature peut vous montrer aussi un des effets de la persuasion, qui n'est pas de la coercition, c'est-à-dire par le modèle. On va proposer à ce peuple chrétien qui a été hérétique, où il y a eu tant d'hérétiques, des modèles de sainteté. Alors Saint François, mais Saint Dominique, qui est rapidement canonisé, et que l'on propose grâce aussi à une iconographie. Alors, l'iconographie du manuscrit, elle n'est pas accessible à tous, mais elle est doublée par des peintures murales, par des retables, etc., qui, évidemment, que nous n'avons pas tous gardés. Alors, je vous montre ici 3 exemples du même miracle. C'est le miracle du feu, auquel j'ai déjà fait allusion.
Vous vous rappelez de Dominique de Guzman. Vous vous rappelez peut-être qu'il avait participé à ces conférences contradictoires où les hérétiques enfin les supposés hérétiques, les autorités religieuses en présence des autorités laïques également débattaient sur des questions de foi, et ça se faisait en présence de juges et l'arbitre qui devait décider qui l'avait emporté dans cette dispute théologique. Alors en général, en fait, c'était les supposés hérétiques qui étaient condamnés, mais ça ne, dont les propositions étaient condamnées, mais ça ne débouchait pas à cette période-là sur des sentences. On en avait vu plusieurs fois de ces conférences contradictoires. Alors, l'une d'entre elles s'est déroulée à Pamiers, l'autre s'est déroulée à Montréal ou à Fangeau, et on a situé le miracle du feu à Fangeau. Donc, vous avez ici alors il y a les Dominiques et les Dominicains qui viennent de débattre avec les hérétiques, qui ici sont en rouge. Et donc il y a la foule des... l'enluminure, elle est plus tardive, hein, on le voit aux costumes, qui ne sont pas des costumes du XIIIe siècle. Et donc, les arbitres ne savent pas départager, et finalement on soumet les écrits qui ont été consignés par les greffiers, on les soumet à l'épreuve du feu, c'est-à-dire à une ordalie, ce système de justice qui est une justice orale, hein, et une justice immédiate. Alors on allume un feu, les livres des hérétiques, enfin c'est pas des livres, le libelle des hérétiques brûle illico dans les flammes, et celui de Saint-Dominique s'élève dans les airs. Alors vous en avez là, dans un rétable plus tardif, le même, voilà, le libelle de Dominique. Dominique est ici. Alors, comme on sait qu'il est canonisé, la profite à son auréole, mais il a également, et c'est postérieur évidemment au XIIIe siècle. Et le libelle est devenu un bouquin entier. Hein, vous voyez, c'est un volume il est même relié. Hein, on voit qu'il a une belle reliure. Et ici, Fra Angelico a représenté dans un fragment de la prédelle la controverse, l'hérétique ici, ce serait Guillabert de Castres, qui était considéré comme l'évêque, hein, l'un des évêques, l'un des fils enfin, de la région. Donc il est en blanc avec un bonnet rouge, les juges sont en bleu, et à la porte il y a Dominique qui va essayer de le convaincre. Et donc là, on voit de nouveau le feu et le livre, enfin le libelle, qui s'élève. Alors, comme je vous l'ai dit, ça s'interprète comme on veut, mais soit c'est la preuve que Dieu est avec Dominique et que la raison est du côté des propositions théologiques des dominicains et de l'Église officielle, soit que Dominique, n'ayant réussi à convaincre personne, il était obligé de faire appel à un miracle, ce qui peut être un aveu de faiblesse. Hein. Il vaut mieux convaincre par sa parole qu'en disant, voyez, par exemple, moi, si vous n'arrivez pas à vous convaincre, je peux essayer de faire le miracle du feu. À mon avis, ça ne marchera pas. Mais bon, voilà, donc, et puis ça vous donne aussi une idée, ces différentes iconographies, de la possibilité de persuasion par l'exemple et par l'iconographie. Alors pas tellement les enluminures, mais par les peintures murales. Alors, quand on n'arrive pas à convaincre les hérétiques, eh bien, il faut utiliser des moyens plus vigoureux. Et nous en arrivons donc à la coercition et à l'inquisition. Alors, la coercition, c'est-à-dire l'arsenal de contrôle et de mesures qui vont petit à petit peser sur les supposés hérétiques ou sur les hérétiques, ça s'est mis en place avant la création officielle de l'Inquisition. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans les différents synodes, que les évêques sont obligés de réunir au moins 2 fois par an. D'ailleurs, cette obligation, c'est-à-dire ils réunissent le clergé de leur diocèse, cette obligation est une nouveauté qui est imposée par la papauté au concile de la 34, et ça fait partie de ces mesures d'encadrement
efficace. Et de nombreux synodes diocésains se tiennent fin du XIIe siècle et début du XIIIe siècle. Et c'est un lieu de formation pour les curés du diocèse, puisqu'on promulgue des statuts, d'abord on leur lit, puis ils prennent des décisions, on promulgue ces statuts synodaux, les curés repartent théoriquement avec le petit livre synodal qui contient ces instructions, donc c'est un manuel de formation continue, hein, si vous voulez, pour les curés. Et dans cette législation qui a précédé finalement même la croisade des Albigeois, eh bien, on voit apparaître des choses un petit peu inquiétantes. Par exemple, le fait que chaque curé doit réaliser des témoins synodaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans les paroisses des personnes susceptibles d'enquêter, hein, de repérer qui est susceptible d'être hérétique. C'est le début du système de délation sur lequel l'Inquisition se fondera largement. Et puis, dans cette législation synodale, on voit grossir le stock des mesures, alors spirituelles, l'excommunication, l'interdit, mais aussi le port des, j'y reviendrai, hein, le port des croix pour ceux qu'on soupçonne, enfin, qu'on considère comme hérétiques, le port des croix, on l'a vu dans l'exposition, l'obligation de faire des pèlerinages pénitentiels, la prison, et puis la remise au bras séculier, la peine capitale, et s'y ajoute l'exhumation des morts. Donc, même des hérétiques enterrés et dûment enterrés, eh bien, si on est convaincu qu'ils sont des hérétiques, on peut les exhumer pour les éjecter du cimetière qui est consacré. Alors, on en arrive maintenant à l'Inquisition. Ça y est, on y est. Voilà l'Inquisition qui profile le bout de son nez. Et j'aurais, avant de m'attaquer, si je peux dire, à l'Inquisition, je voulais vous montrer, puisque j'ai fait circuler cet ouvrage avec les manuscrits. Vous trouvez là le bon sens, peut-être, ça va être mieux. Oui. Avec les manuscrits de la bibliothèque de Toulouse. Donc Bernard Guy, c'est un inquisiteur, mais c'est aussi un hagiographe. Et ce que vous voyez là, le Speculum Sanctorale, c'est un miroir de sainteté. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, de Jacques de Voragine, hein, la légende dorée, mais adaptée un petit peu à la sainteté méridionale. Et on voit ici Bernard Guy, qui est un dominicain, remettre au pape Jean XXII l'ouvrage qu'il vient de rédiger. Et voilà, je vous ai mis ça pour le plaisir, parce que tous ces ouvrages étant extrêmement précieux, y compris à l'époque, ils étaient enchaînés, de manière à ce que, éviter les vols, hein, y compris en interne. Hein, le chanoine peu scrupuleux qui emprunte un ouvrage et qui oublie de le rendre. Vous voyez que les chaînes sont assez costauds. Alors, c'est pas ni la reliure ni les chaînes ne sont du XIIIe siècle, hein, c'est postérieur, mais ça vous donne une idée, hein, du système de fonctionnement des bibliothèques. Alors, on passe à l'Inquisition. Alors, avant la création officielle de l'office de l'Inquisition, la recherche des hérétiques, elle était du ressort des évêques. Et c'était dans leurs obligations, ces obligations que définissait la papauté. Et on sait qu'ils ont exercé, Folque de Toulouse, Raymond du Faugas, etc. Le concile de Toulouse, en 1229, celui qui était concomitant pratiquement du traité de Mauparis, a défini les peines qui pouvaient greffer donc les suspects, enfin ceux qui avaient été convaincus d'hérésie. Donc on met au point toute une liste de peines et on intègre dans ces peines la pratique donc, de l'exhumation des cadavres. Et d'ailleurs, cette exhumation, certains évêques la pratiquent, j'allais pas dire au quotidien, mais enfin plusieurs fois, avant même que ne soit créée l'Inquisition. Par exemple, alors ça c'est
je vous montrerai après. Par exemple, en 1231, l'évêque de Toulouse a fait exhumer un chanoine de Saint-Sernin, qui était un hérétique caché, et qui avait réussi à se faire ensevelir, chanoine de Saint-Sernin, qui avait réussi à se faire ensevelir dans le cloître, donc en terre plus que consacrée, si je puis dire, mais son hérésie ayant été dénoncée, il est exhumé et son corps est brûlé, sa dépouille est brûlée. Alors, parmi les astuces utilisées par les évêques, en l'occurrence l'évêque toulousain, Raymond du Faugas, pour traquer les hérétiques jusque sur leur île de mort, en 1231 aussi, Raymond du Faugas, l'évêque, donc apprend par le prieur du dominicain, donc la chaîne de délation fonctionne, qu'une vieille femme qui est absolument mourante, qui est à l'agonie, mais est en réalité une hérétique, et alors il se rend à son chevet sans ses habits épiscopaux et en se faisant passer, et qu'elle attend de recevoir le consolamentum, c'est-à-dire voilà, cette sorte d'extrême onction, si on peut dire, avec des équivalences qui ne valent pas grand-chose, mais dans le monde hérétique. Et donc, elle est à moitié inconsciente, enfin en tout cas, elle sait qu'elle va mourir. Elle prend l'évêque pour le parfait qui doit venir lui administrer le consolamentum, et il lui pose donc des questions, il a dû lire les manuels de confesseur, donc il lui pose des questions adéquates, et elle avoue évidemment son appartenance à l'hérésie, et alors du coup, une fois qu'elle est convaincue d'hérésie, l'évêque la fait porter sur son lit de mort au bûcher. Donc voilà, on peut quand même considérer que l'Inquisition méridionale à ses débuts, c'est pas l'Inquisition, voilà, elle est encore créée avec des méthodes relativement brutales. Alors, ceci dit, le pape, effectivement, c'est Grégoire IX, et en 1231 pour l'Allemagne et 1233 pour la France, il met au point c'est évidemment les cardinaux et l'ensemble et il met au point une juridiction spéciale qui est exercée par les délégués des papes pour la répression de l'hérésie. Donc c'est une juridiction spéciale, c'est vraiment une création, et cette juridiction spéciale, au début, il la confie aux dominicains, à l'ordre donc des prêcheurs. Alors on a ici, j'ai dû me tromper de touche, deux enluminures qui représentent Grégoire IX, que vous voyez en habits pontificaux, remettant à un dominicain le rouleau de parchemin avec la fondation de ce tribunal spécial, cette juridiction spéciale de l'Inquisition, et ce en présence d'évêques. Et sur cette autre miniature, qui est plus tardive que 1231, on voit également le pape assis cette fois-ci sur une sorte d'autel, là il est sur une chaire. Cette juridiction est confiée aux dominicains. Et alors, je vous ai présenté ici quelques-uns des ouvrages sur l'Inquisition, à la fois. Michel, tourne-le. C'est à l'envers. On avait raison de mettre une quantité quand même. Il était plus tranquille, il n'avait pas besoin de ces trucs-là au XIIIe siècle. Alors, l'un des plus anciens, mais ce n'est pas le plus ancien, Yves d'Ossat, les crises de l'Inquisition toulousaine, qui date de 59, et qui est vraiment un ouvrage pionnier. Alors, je vous ai fait passer dans la salle l'Inquisition rempart de la foi de Laurent Albaré, qui est beaucoup plus récent, de 98, parce que j'espère que vous l'avez feuilleté. L'avantage, d'abord, il est petit, très illustré.
Et il ne concerne pas que l'Inquisition méridionale, mais il parle aussi de l'Inquisition espagnole voilà, il a une iconographie qui dépasse tout à fait le Moyen-Âge. Puis il montre comment, une fois passé la répression des hérésies auxquelles nous intéressons, les inquisiteurs ont pris en charge d'autres hérésies comme les spirituelles, puis le problème posé par les sorciers, problème que les juristes avaient d'ailleurs inventé. Des ouvrages plus récents, Jean-Louis Biget, dont je vous ai déjà parlé vraiment souvent en 2007, L'Inquisition et la société, c'est un recueil d'articles, 2014, et puis récemment, mais j'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais Contester l'Inquisition, et vous allez voir que les anecdotes que je vais dérouler devant vous correspondent bien à une contestation de l'Inquisition. Et l'un des articles porte sur l'exemple d'Albi, c'est-à-dire qui correspond au texte que je vous ai distribué. Voilà, donc ça date de 2024. Mais la bibliographie sur l'Inquisition, elle est... Voilà, c'est un océan. Alors, cette Inquisition, ça a très mal démarré, si je puis dire, puisque dès la création dans les régions du Midi, il y a 2 tribunaux fixes qui sont installés, l'un à Toulouse et l'autre à Carcassonne, et ça se passe très mal d'emblée. Ça se passe mal parce que cette première génération d'inquisiteurs dominicains, ce sont vraiment des inquisiteurs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont zélés, et que ce sont des inquisiteurs à poigne, qui non seulement font des tournées d'enquête, utilisent la délation pour avoir des listes de suspects, mais se livrent à ces opérations particulièrement insupportables pour la population, que sont les exhumations. Quand on touche aux morts, c'est vraiment... Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas diplomatique. Ou bien la vieille femme là, qui a été portée à la suite d'une supercherie jusque sur le bûcher. Donc ça se passe mal, et nous allons lire l'un des textes d'une de ces crises de l'Inquisition méridionale. Je prends le texte. Et vous l'avez en recto verso. Alors, c'est une révolte contre l'Inquisition qui s'est produite à Albi en 1234. Et elle est tirée, alors le texte est annexé, il est sur les manuscrits médiévaux, il est donné à la suite de la chronique de Guillaume Pélisson, qui a été éditée par Jean Duvernois, et cette chronique raconte un certain nombre de crises de l'Inquisition toulousaine, et à la suite il y a ce texte. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il soit de Guillaume Pélisson, j'ai l'impression qu'on ne sait pas exactement. Alors, ce que nous avons vu et entendu, donc c'est le témoin. Alors, c'est peut-être, d'après la bibliographie que j'ai lue, c'est peut-être ce curé Isarne dont on parle dans le texte. On va voir. Alors, ce que nous avons vu et entendu, nous l'écrivons dans un récit fidèle. Il arriva en effet cette année-là, année du Seigneur 1234, le jeudi après la Pentecôte, que frère Arnaud Catala, de l'ordre des prêcheurs du couvent de Toulouse, qui avait été envoyé à l'époque faire l'inquisition des hérétiques dans l'évêché d'Albi. Donc ces inquisiteurs se déplaçaient, ils faisaient des tournées inquisitoriales, et il avait été envoyé selon le mandement du Seigneur Pape. Et il avait été envoyé par le prieur provincial de son ordre, en l'occurrence il s'appelle Ponce de Saint-Gilles, le prieur provincial, et il procéda de la manière qui suit, en vertu de l'office dont il avait été chargé. Alors, le fait qu'on mentionne le prieur provincial vous montre qu'on est en 1234, l'ordre des prêcheurs a été créé donc en 1216, mais il s'est déjà organisé et hiérarchisé, puisqu'il est divisé, le territoire de l'ensemble de l'ordre est divisé en provinces, et à la tête de ces provinces, il y a un prieur provincial qui chapeaute les prieurs des couvents, en particulier le couvent des Jacobins. Donc ça, c'était les circonstances de l'événement qu'on va nous raconter.
Alors, le déclencheur, on y arrive. À l'heure de tierce du 10 jours, avant la célébration du synode, alors l'heure de tierce, je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure c'est, parce que vous vous rappelez les heures canoniales, il y a matine, prime, tierce, sexte, nonne, l'aube, où elle est, et compli, et j'en ai oublié. Bon. Et donc, ces heures, ça ne correspond pas aux mêmes heures en fonction de la saison, de l'hiver, enfin de où on est en saison d'hiver ou en saison de printemps-été. Et par ailleurs, c'est pas toujours pareil dans tous les établissements ecclésiastiques. Et puis ça s'est décalé. Ça s'est décalé au point que l'heure de nonne, qui semble-t-il au départ était plutôt vers 15h ou quelque chose comme ça, et a correspondu à midi. Et le afternoon en anglais, c'est après nonne, donc ça désigne après-midi. Alors, donc je ne peux pas vous dire tierce ce que c'est exactement, mais c'est le début de la matinée. C'est le début de la matinée, donc ce n'est pas l'aube, mais c'est peut-être 8 heures ou voilà, avant la célébration du synode. Donc le clergé est réuni à Albi dans la cathédrale Sainte-Cécile, bien sûr, pour cette réunion synodale biannuelle. Donc à l'heure de tierce du 10 jours, avant la célébration du synode qui était imminente, il appela le bail de la cour du seigneur évêque d'Albi et lui ordonna de faire, c'est l'inquisiteur, le frère Arnaud Catala, qui est un dominicain. Il appela le bail de la cour du seigneur évêque d'Albi. Alors, le seigneur évêque d'Albi, en l'occurrence, c'est Durand de Beaucaire, c'est son nom, et bien sûr, il est à la tête de plusieurs tribunaux. Un tribunal ecclésiastique qui est celui de l'officialité, mais un tribunal civil, sa cour de justice, qu'on appelle la temporalité, et ceux qui connaissent Albi savent qu'il y a une rue de la temporalité, parce qu'il est seigneur de la cité d'Albi, d'une partie de la ville d'Albi. Et le bail de la cour, c'est l'agent de l'évêque qui est à la tête de ce tribunal. Alors, le dominicain, l'inquisiteur, ordonne à ce bail de faire exhumer une hérétique nommée Boissène, veuve de l'hérétique Brostadiou. Et puisque ce même inquisiteur avait rendu sentence contre elle devant toute la cour, en présence du bail et de beaucoup d'autres, la veille de l'ascension passée. Donc, il y a à peu près 3 semaines, un mois. Comme le dit Bayle et ses agents, ce sont les agents de l'évêque, de la cour épiscopale, les gros bras. Comme le Bayle et les agents avaient peur d'aller à la sépulture, étant donné qu'ils craignaient évidemment les réactions populaires, et d'exécuter cet ordre, frère Arnaud, se faisant accompagner de quelques curés et de beaucoup d'autres, donc il ne va pas seul quand même, se rendit à l'église Saint-Estèphe, dans le cimetière de laquelle avait été enterré cet hérétique. Il prit une pioche et donna les premiers coups. Donc l'exemple, voilà, c'est un inquisiteur de choc. Alors il donne les premiers coups en creusant la terre. Puis quand même, bon, c'est l'inquisiteur, donc il délègue. Puis il ordonna aux agents de l'évêque de continuer cette tâche, et lui-même revint à l'église, donc à la cathédrale, pour assister au synode. Et voilà que tout de suite arrivent ces agents, lui annonçant qu'ils ont été honteusement chassés de la sépulture sur l'ordre de Ponce Bernard. Et on passe à la suite du texte, c'est la révolte elle-même. Alors, donc l'inquisiteur, ça y est, jouissant Arnaud Catala, il s'est rendu en personne, toujours avec quelques curés et beaucoup d'autres quand même, et avec Monseigneur Bernard, chapelain de l'évêque. Alors le chapelain, c'est le chanoine qui est le plus proche de l'évêque, parfois son confesseur. On pense que c'est peut-être Bernard du Combré qui sera évêque ultérieurement. Alors quand ils furent arrivés sur les lieux, voici que les fils de Bélial, vases d'iniquité et combattants, donc extrait de la Genèse, comme ils l'avaient appris de leur père le diable, et on trouve ce discours de diabolisation contre les hérétiques, se mirent à accabler de menaces et d'insultes donc l'inquisiteur et les compagnons, les curés qui étaient avec lui. Leurs noms, le nom de ces fils du diable, sont mis ici, dont nous ne doutons pas qu'ils aient été supprimés du livre de vie à présenter au moment du jugement dernier. Alors il y a Guillaume Delpech, fils de Ponce Bernard, celui qui était le chef de la rébellion,
et puis une trentaine de noms que je ne vous ai pas énumérés, mais qu'on aura l'occasion de retrouver en fin de XIIIe siècle, en particulier la famille Fenas et la famille Huc, qui sont des notables liés au milieu consulaire d'Albi. De tout cela, et de plusieurs autres, quand l'inquisiteur et les siens se furent approchés d'eux, Guillaume d'Elpech, le premier, porta contre lui une main violente et dit « Que ce prêcheur sorte de la ville !» Ceux qui le suivaient, voyant ce qui était arrivé, osèrent aussi porter la main sur ce frère. Les uns le frappaient à coups de poing dans la poitrine, d'autres lui donnaient des gifles au visage, d'autres le tiraient par le capuchon, d'autres déchiraient sa cape. Et ainsi que cela fut visible pendant de nombreux jours. Donc on le passe à tabac, et on ne s'attaque pas à rien, le visage, qui est la tête, le centre donc de l'autorité, et les vêtements, qui représentent la fonction ecclésiastique. Si vous aviez vu comment on le frappait, les uns par devant, les autres par derrière, il y en avait qui voulaient l'amener par derrière dans leurs échoppes pour l'égorger. Donc il y a même des projets d'assassinat. Lui, voyant ce qui allait arriver, levant les yeux vers le ciel, cria à voix haute « Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ ». Il dit aussi à ceux qui le frappaient et le traînaient à mort « Le Seigneur vous pardonne ». Donc là, c'est le modèle christologique. Voilà. Et puis, l'inquisiteur se prépare donc au martyr. Il ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Donc, tant que... bon, je suis méchante, mais tant qu'à faire, il faut quand même mieux la jouer façon christologique. Une grande foule de peuple les suivait, criant et disant « Débarrassez la terre d'un tel homme qui ne mérite pas de vivre. » Alors que vociférant ainsi, le frappant et le traînant, donc il le traîne sur une longue distance, le frappant et le traînant, ils avaient parcouru le premier quartier de la ville, ils arrivent au second quartier qui se trouve au bord de la rivière, qu'on appelle le Tarn. Et comme ils étaient un peu avancés, il arriva des gens qui l'arrachèrent de leurs mains. Donc, quand même, toute la ville n'est pas unanime derrière le passage à tabac de l'inquisiteur, et il y a des partisans, ou en tout cas des gens que je trouve qu'on va trop loin. Alors, quand il se vit délivré, les autres ont quand même dû arriver un peu en foule, il vit qu'ils avaient cessé de le battre. Il revint au lieu de la sépulture, ce qui à mon avis n'était pas très prudent, et passant par là, il revient à l'église Sainte-Cécile où se tenait le synode. Isarne, le curé de Denat, alors qui est peut-être, selon Yves d'Ossa, l'auteur du texte rapporté à la suite de la chronique, mais enfin ça fait vraiment un ensemble de Guillaume Pélisson. Isarne, le curé de Denat, le voyant ainsi traîner vers la mort, le suivit pour voir la fin. Petit curieux. Mais, petit curieux, imprudent. Mais ils se saisirent de lui, l'accablèrent comme le flairèrent de coups et d'insultes, et déchirèrent ses vêtements. Oh, folie de ces infidèles! Quand il passait dans les rues en retournant à l'église Sainte-Cécile, certains criaient « mort au traître ». D'autres disaient « Pourquoi ne couperait-on pas la tête de ce traître pour la mettre dans un sac et la jeter dans le Tarn ?» Tentation, tentation. Plus de 200 ou 300 se trouvaient là, tous d'accord avec cette sentence. Et bien qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude, on disait que toute la ville poussait la même clameur. Alors peut-être pas, puisque quand même il y a des partisans qui ont sauvé l'inquisiteur. C'est pourquoi le frère Arnaud, quand il fut arrivé devant l'église cathédrale, donc là il est tranquille, il excommunia immédiatement la ville, en présence de l'évêque, du peuple et du clergé. Épilogue, comment ça se termine? Alors quelques-uns, poussés par le souci de pénitence, c'est-à-dire donc le repentir, comme dans la confession, promirent de donner satisfaction. Dans la confession, on donne satisfaction de ses péchés, pour eux-mêmes et pour la population, et ils jurèrent, ce qui prouve que ce n'étaient pas des hérétiques, puisqu'ils faisaient serment, entre les mains de l'évêque, que pour ces troubles, ils s'en remettaient à son jugement. Et ils demandèrent à frère Arnaud de leur pardonner cette violence. Lui répondit, alors il reprend son attitude,
tant plus que là, il est à l'abri. Il répondit qu'il pardonnait volontiers l'injure faite à sa personne, quand il le pouvait et le devait, mais l'injure faite à l'Église universelle et au Seigneur le Pape, il ne le pouvait. Il ne la pardonnait pas. Donc, il reste ferme dans ses bottes. Sauf que, finalement, à l'instance du Seigneur évêque et de tous ses assistants, il annula la sentence qu'il avait rendue. Là, on a un bon exemple. Le Seigneur évêque, c'est Durand de Beaucaire, c'est ça, oui. C'est Durand de Beaucaire, et il fait partie de ces évêques que les inquisiteurs ont qualifiés d'évêques complices ou voilà, des évêques. En fait, il est assez proche de ses fidèles. Il ne voit pas nécessairement à quel point les idées qui sont émises sont subversives de la part de gens qui par ailleurs sont de très bons chrétiens et menant une vie plus exemplaire que bien d'autres. Et donc, et par ailleurs, Durand de Beaucaire, il connaît sa ville. Donc, voilà, je pense qu'il a donné un conseil diplomatique à Arnaud Catala et que celui-ci a quand même compris la leçon. Alors, tous les inquisiteurs ne la comprenaient pas, la leçon, et je terminerai le cours en vous parlant des... assez rapidement, bon, ça on l'a vu, on a vu le texte, après je peux vous montrer. Donc, en vous parlant, le cas d'Albi n'est pas un cas isolé, et l'année précédente, il y avait eu des troubles à Toulouse, et l'année suivante, en 1235, il y en a aussi. Toute la ville et les consuls eux-mêmes sont très très remontés contre les inquisiteurs et contre les dominicains du couvent des Jacobins qui donc mènent leurs enquêtes, condamnent, etc. Et ils sont tellement furieux que à ce moment-là, l'inquisiteur qui est le plus visé par la lyre publique, il s'appelle Guillaume Catala. Et non, attendez, ils ont des noms qui se ressemblent, c'est insupportable. Oui, non, c'est ça, voilà. Alors, Arnaud Catala, qu'on a vu à lui, est un inquisiteur, mais à Toulouse, il y a Guillaume Catala et également Arnaud Catala. Non, pas Guillaume. Oh, c'est terrible, c'est terrible. L'inquisiteur toulousain qui est le plus honni, c'est Guillaume Arnaud. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Alors, les consuls et la foule de Toulouse sont tellement remontés qu'ils finissent par faire le blocus du couvent des Jacobins en interdisant à la population de commercer, de vendre, ne serait même la nourriture aux dominicains qui sont donc coincés dans le couvent des Jacobins et affamés. Alors, Guillaume Pélisson, ils s'appellent tous Guillaume ici, Guillaume Pélisson raconte cette anecdote-là en disant que de pieuses femmes essaient quand même de jeter des galettes par-dessus le mur du couvent qui est en construction. Donc, bon, par-dessus, pour les nourrir, il y a quelques pieuses femmes quand même, mais bon, ça dure pendant 3 semaines. Et puis, finalement, excédés, les consuls s'apprêtent avec une foule qui est véhémente à pénétrer dans le couvent des Jacobins. Les prêcheurs, ils sont une quarantaine à peu près à ce moment-là, c'était le moment du repas avec les galettes et ils se réfugient dans le cloître et là ils s'assiedent, ils font un sit-in dans le cloître en disant on ne nous délogera pas. Alors ils se trompaient parce que là cette foule de Toulousains les prend par les pieds et par les têtes et les traîne au dehors du couvent des Jacobins, dont l'inquisiteur Guillaume Arnaud qui était le plus féroce, si on peut dire, le plus détesté de tous. Alors, les dominicains sont donc jetés hors du couvent. Ils sont obligés d'aller se réfugier, d'être dispatchés dans différents couvents de la région. Les insurgés détruisent les archives. Et ça, on va trouver dans les enquêtes ultérieures, dans les histoires ultérieures, c'est une constante. Parce que
soupçonnés d'hérésie savent bien où est le danger. Le danger, ce sont les listes de suspects. Et l'Inquisition va fonctionner, la machine inquisitoriale va fonctionner sur des fichiers, sur la délation et sur des fichiers. Donc, la destruction des archives de l'Inquisition fait toujours partie des révoltes urbaines. Et finalement, donc, les dominicains du couvent des Jacobins sont momentanément dispatchés, comme je vous l'ai dit, dans différents couvents. Et pour vous montrer encore une fois que, d'une part, cette anecdote n'est pas isolée, et que d'autre part, Guillaume Arnaud était un inquisiteur particulièrement remis, quelques années après, en 1242, je terminerai là-dessus, a lieu le massacre d'Avignonnet. Alors, les inquisiteurs, dont Guillaume Arnaud, il n'était pas seul, partent pour une grande tournée inquisitoriale dans le Lauragais. Et les populations du Lauragais ont des liens assez étroits. On est en 1242. Le château de Montségur, qui sert de refuge à toute, à la noblesse locale qui a adhéré à l'hérésie, n'est pas encore tombé. Le siège de Montségur, c'est en 1944. Donc, le château de Montségur abrite là vraiment une foule importante de gens qui ont été poursuivis par l'Inquisition et qui sont réputés hérétiques, dont le seigneur Pierre-Roger de Mirepoix, et dont l'un des seigneurs, Pierre-Roger de Mirepoix, qui informait de cette tournée inquisitoriale avec une étape des inquisiteurs à Avignonnet, descend dans la plaine avec une cinquantaine de chevaliers et à peu près la moitié d'hommes de piétons, d'hommes armés de haches, et ils se cachent dans les bois autour d'Avignonnet. Ils ont des complices dans la ville d'Avignonnet qui viennent leur indiquer où sont logés les inquisiteurs. Et donc cette troupe pénètre dans Avignonnet, les inquisiteurs dormaient, leur réveil a été un petit peu brutal, et à ce moment-là, ils ont été massacrés, et Guillaume Arnaud a eu le crâne brisé. Donc, Guillaume Arnaud, il a quand même eu une vie difficile, il faut le reconnaître. Vous me direz qu'il l'avait peut-être cherché, mais bon, ça a quand même été difficile. Et là, on retrouve le même scénario, pillage des vêtements, le vêtement symbolisant la fonction, voilà, et on vole, et les insurgés volent les registres et les livres de l'Inquisition, et ils les revendent. Et ils les revendent à des hérétiques, ou à des gens soupçonnés, en fait. Peu importe, je ne vais pas chaque fois dire soupçonnés, parce que ça permet à l'intérieur du milieu qui est traqué par l'Inquisition d'avoir des informations sur ceux qui sont sur les listes, la liste rouge, si je puis dire. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les débuts de l'Inquisition ont quand même été extrêmement difficiles, et les tournées inquisitoriales qui ont eu lieu à la suite ont quand même été marquées par cette atmosphère-là, et le pape lui-même a été informé. Si bien que pendant plusieurs dizaines d'années, la fonction d'inquisiteur a été quand même retirée aux prêcheurs, aux dominicains, et elle a été replacée sous la responsabilité des évêques, qui avaient peut-être des méthodes un petit peu moins brutales, mais ça n'a duré qu'un temps, et comme nous le verrons par la suite dans le cours suivant, les dominicains ont remis ensuite la main sur les tribunaux d'inquisition. Et donc la prochaine fois, on étudiera les rouages de la machine inquisitoriale. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.